Bien, on va reprendre nos travaux, presque à l'heure. Donc j'espère que vous avez pu reprendre votre souffle, parce qu'effectivement, on a eu une séance quand même assez dense ce matin, avec notamment un gros pavé sur les questions juridiques, et on a vu qu'on n'avait pas du tout épuisé ce type de questions. Donc certains d'entre vous m'ont demandé à ce qu'on vous communique bien sûr les documents qui ont été projetés. Donc on va demander à nos intervenants de vous adresser ça directement pour gagner du temps. Parce que si on attend qu'on remouline ça par notre intermédiaire, qu'on fasse l'assemblage, etc., ça risque de prendre 10-15 jours, et je pense que c'est mieux quand c'est tout chaud. On va avoir une après-midi qui va donc progressivement aller de plus en plus dans le cœur du sujet du Learning by Doing, puisque c'était donc la particularité de cette 5e conférence des stages. Et donc, on va avoir donc une succession de tables rondes. On a 3 petites tables rondes thématiques, vous l'avez vu, sur l'entrepreneuriat étudiant, sur le volontariat territorial en entreprise, qui est un dispositif tout nouveau. Et donc la personne qui porte ce dispositif va venir avec un jeune volontaire qui est en statut de volontaire territorial en entreprise depuis le 4 novembre. Vous voyez, c'est tout frais, à la différence de Pierre tout à l'heure, qui avait terminé son stage. On aura ensuite une 3e table ronde sur l'engagement étudiant, sa reconnaissance. Et enfin, donc, on aura une table ronde de clôture où on va essayer de prendre un peu de hauteur avec les présidents ou vice-présidents des 3 conférences d'établissement, CDEFI, CGE et CPU. Mais pour ouvrir ces travaux, on a demandé donc à Cécile Lecomte, qui préside un réseau important, qui est complètement concerné par nos sujets, de nous faire un petit peu le panorama en fait, de la reconnaissance des parcours étudiants et de la diversité de ces parcours, leur reconnaissance dans les cursus. Je ne sais pas comment vous voulez vous installer, Cécile. Voilà, ça fonctionne. Ouais. Ou alors vous gardez ça ? Peut-être. Merci. Merci pour cette invitation. Et alors, j'ai l'honneur d'introduire l'après-midi. Je ne sais pas si je vais vraiment faire le job. Voilà, donc moi je suis présidente de la Courroie. Alors il y a un certain nombre de personnes ici qui connaissent bien la Courroie parce qu'ils en sont membres. La Courroie réunit l'ensemble des acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'ensemble des universités françaises. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui un réseau actif qui y croit, qui donne tout pour les étudiants, pour l'accompagnement des étudiants. Nous, on a l'habitude de dire en matière d'orientation professionnelle. Et on est nombreux parce que, vous voyez, en juin dernier, nous avons fait nos journées nationales à La Rochelle et on était plus de 400. Donc, c'est un gros réseau. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur de ce gros réseau. Voilà. Les expériences de professionnalisation, au sens où nous, on les vit aujourd'hui dans nos universités, eh bien, j'ai envie de dire que ces expériences de professionnalisation, c'est ce qui constitue aujourd'hui ce que l'on peut appeler le parcours de l'étudiant, en fait. Voilà un peu les grandes idées que je propose de développer. Le parcours de formation d'un étudiant en 2020, finalement, qu'est-ce que l'on met derrière cette terminologie parcours de formation ? On va le revoir, tout le monde sait ça, mais dans un cadre d'apprentissage rénové, avec une équipe pédagogique repensée. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui doit encore prendre sa place. Et on est aujourd'hui, je crois, de plus en plus dans un contexte d'accompagnement, au-delà même de l'enseignement. Je ne me suis pas complètement présentée. Moi, je suis enseignante en biologie. J'enseigne plus beaucoup la biologie, mais je suis aussi directrice du service du SUIOIP de l'Université de Rennes 1 et vice-présidente en charge de l'orientation de l'insertion professionnelle à Rennes 1. Donc je vais mêler à la fois mon expérience personnelle et puis surtout parler au nom de la Courroie. Alors, le parcours de l'étudiant aujourd'hui, c'est une mosaïque, je dirais. On a d'abord, j'ai utilisé ce terme, un cadre imposé dans ce parcours. Un cadre imposé, ce sont les enseignements classiques, les cours, les TP, les TD, ça dépend des disciplines, mais voilà, tout étudiant a une liste d'enseignements à suivre. Il y a aussi, forcément, dans ce
cadre imposé des stages. On l'a vu quand même, de plus en plus d'étudiants font des stages. Alors, j'ai mis obligatoire ou conseillé. Stéphanie disait attributif de CTS ou non attributif de CTS. Voilà, enfin vous voyez ce que l'on veut mettre derrière. Et puis aussi des projets tutorés, c'est une forme d'enseignement, alors qui est très développée dans les IUT, dans les licences professionnelles, mais qui se développe aussi de plus en plus, je trouve, dans les licences générales. Et donc c'est un travail en équipe et qui répond souvent à un défi d'entreprise. Donc ça, c'est le cadre un peu imposé, c'est-à-dire que tous les étudiants d'une promotion vont faire cela. Pardon, je suis partie dans le mauvais sens. Et puis, les éléments du parcours, c'est aussi ce que l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, l'étudiant, enfin on l'a toujours dit, mais il faut vraiment, encore plus qu'avant, je crois, qu'il soit acteur de son parcours. Et donc, il va aller voir aussi, il a ce que j'ai appelé des offres, enfin une offre à saisir. Dans cette offre à saisir, aujourd'hui, que trouve-t-on ? Beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat également. Dans nos établissements, on propose tous de plus en plus des séances de créativité, des challenges interdisciplinaires, interétablissements aussi. Donc là, c'est vraiment en train d'exploser dans les établissements. Toute cette dimension sur l'identification, le développement, la valorisation des soft skills, là aussi, ça prend de l'ampleur dans les établissements. Parfois, on est sur une identification, un travail sur les soft skills qui se fait à côté du diplôme. Souvent, ce sont nos services, les SUIP, qui sont à la manœuvre, et on va travailler avec les étudiants sur les soft skills, et puis à côté, ils ont leurs enseignements. Mais de plus en plus, et je pense qu'il faut vraiment tendre vers ça, c'est que ce ne soit plus à côté, mais que ce fasse partie intégrante de la formation aux côtés, avec les enseignants. Et donc là, pour moi, il y a un enjeu important, et on va le voir dans la diapo suivante. Et puis, il y a aussi toute la dimension d'apprentissage par les pairs. Ça, c'est excessivement important. Alors, on pense à toute la question de tutorat, mais il n'y a pas que ça dans l'apprentissage par les pairs. Et on va retrouver cette notion-là. Quand on fait les séances de créativité, par exemple, en entrepreneuriat, eh bien, on va beaucoup s'appuyer sur ces échanges entre pairs de disciplines différentes, d'écoles différentes, de niveaux différents. C'est intéressant, dans un challenge, de faire travailler des étudiants de licence avec des étudiants de master ou des élèves ingénieurs, et chacun apportant ses propres compétences. Les éléments du parcours, c'est aussi l'engagement personnel de l'étudiant. Et donc, ça va être... Alors, les jobs étudiants. Tiens, c'est marrant, il y a un bête copier-coller, là. Vous ne regardez pas. Il y a... les jobs étudiants, bien sûr, du bénévolat, l'engagement associatif. Alors, j'ai remis ici le service civique dont on a parlé ce matin. La liste n'est pas exhaustive. Et puis, alors, avant de transmettre le diapo, on enlèvera la petite coquille. Et tout ceci se développe dans un cadre qui va favoriser, je crois, le développement et la reconnaissance des compétences. Ce cadre, quel est-il ? Pour le développement de ces compétences, aujourd'hui, en tout cas dans les nouveautés, parce que le diplôme, c'est un cadre qui permet ça, mais depuis toujours. Mais dans les nouveautés, Stéphanie en parlait largement ce matin, la césure, et pour nous, la césure, c'est une grande chance de développer de nouvelles compétences, mais je dirais, attention, c'est un outil formidable à condition que l'étudiant soit accompagné en amont, pendant et au retour de la césure. Parce que l'atterrissage post-césure, c'est pas forcément toujours simple, et c'est surtout que ce que l'on recherche tous quand on envoie nos étudiants en césure, c'est qu'ils développent des nouvelles compétences. Et donc, à nous aussi de les aider à les identifier, à savoir les valoriser. Et c'est ça qui va les faire réussir et progresser et avoir un parcours qui va être intéressant et, je dirais, monnayable derrière sur le marché de l'emploi. La reconnaissance de l'engagement étudiant.
évidemment, un levier permis aujourd'hui et qui va dans cette mouvance d'aider les étudiants à prendre conscience de ces compétences. Et puis, le cadre dans lequel on met en avant cette reconnaissance des compétences. Alors, le supplément au diplôme, oui, alors, en tout cas, nous, on fait nos suppléments au diplôme, je veux dire, dans les établissements. Souvent, on y met du cœur à faire nos suppléments au diplôme. L'employeur, de l'autre côté, il ne lit pas forcément le supplément au diplôme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... bon. Mais enfin, en tout cas, c'est la formalisation des compétences. Les open badges, de plus en plus, alors je pense à l'université de Caen, par exemple, qui travaille particulièrement sur cette question des open badges, mais pas que, ça se développe énormément. Et là aussi, il y a un peu cette idée aussi de la reconnaissance au-delà de la sphère académique aussi, de certaines compétences, et ça c'est intéressant. Toutes les questions de certification, de blocs de compétences, aujourd'hui permises. Et donc finalement, le parcours de formation d'un étudiant en 2020, l'étudiant il est bien au centre, et je dirais que moi son parcours de formation c'est tout ça. D'accord ? C'est pas juste son diplôme de master ou de licence pro, c'est tout ça. Donc le tout ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Tout cela est aujourd'hui porté, favorisé par un certain nombre de textes législatifs. Alors, vous les connaissez par cœur, mais la loi ORE, la loi Choisir son avenir professionnel, aussi, on n'en a pas encore parlé, mais la réforme du lycée. Parce que finalement, la réforme du lycée c'est en train de se mettre en place, mais va petit à petit, je pense, mettre les lycéens dans une démarche de choix, de réflexion, de construction de compétences à s'orienter, qui vont être des atouts pour une construction d'un parcours de formation, disons, personnalisé. Et donc, je pense qu'en ce sens, la réforme du lycée va dans le même sens, mais ça ne va pas se mettre en place en une année. Il y a une culture à développer autour, je pense. Aussi, les différents PIA. Alors, il y a eu un nouveau cursus universitaire. En ce moment, il y a les territoires d'innovation pédagogique qui sont des leviers qui vont favoriser cette approche. Mais tout ceci n'existe que parce qu'il y a un accompagnement. Heureusement, on a encore du travail pour quelques années, je vous rassure. Accompagnement par qui ? J'ai appelé ça des équipes pédagogiques plurielles repensées. Pourquoi je dis pluriel ? Alors des enseignants, évidemment, mais aussi les conseillers. Alors OIP, dans notre jargon, c'est orientation, insertion professionnelle. Les collègues qui travaillent dans les SUI OIP. Les professionnels, qui évidemment jouent une très grande place dans ces équipes pédagogiques, en enseignant, en accueillant des stagiaires, en étant présents dans les conseils de perfectionnement, etc., etc. Mais vous connaissez tout ça. Et puis des étudiants. Parce que quand on dit que l'apprentissage par les pairs, c'est un élément important aujourd'hui du parcours de formation, eh bien, on peut considérer que les étudiants vont quelque part aussi faire partie de cette équipe pédagogique repensée. Tout ceci devrait, pour que ça marche bien, être adossé à une vraie culture de la démarche portfolio. Et là, je ne parle pas forcément d'un outil de portfolio, peu importe lequel, mais c'est cette démarche de conserver et de savoir prouver, argumenter ses compétences. Ça, c'est extrêmement important. Et tout ça, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme un peu barbare, c'est orientation, formation tout au long de la vie. Donc, ce qu'on cherche tous, je crois, c'est que nos étudiants, ils sachent identifier, valoriser l'ensemble de leurs compétences. Et l'un des objectifs de l'université, c'est bien vers l'insertion professionnelle. Alors, voilà. Pour ce faire, enfin, il faut qu'on monte tous en compétences, que l'on soit toujours en veille, en développant des partenariats pour avoir... Je note ici une connaissance, mais fine, actualisée de l'évolution du marché de l'emploi dans sa région, mais aussi nationalement et internationalement. Donc, en créant des partenariats avec les régions, les métropoles, l'APEC,
etc., etc. Une bonne connaissance aussi de l'évolution des modalités de recrutement, parce que ça évolue quand même très vite. Et je crois que tout ceci, quand on s'intéresse à ce parcours de formation de l'étudiant, eh bien, pour que cela fonctionne bien, il faut vraiment créer ce vrai continuum lycée, enseignement supérieur, emploi. Tout ça, c'est une suite qui doit être poreuse et on ne doit pas avoir des frontières entre tout cela. Donc voilà, c'était un propos introductif rapide. Je ne sais pas si ça amène des questions, pas sûr. Voilà. Oui, on avait prévu, Cécile, on avait prévu effectivement une demi-heure pour que, au-delà de ce propos introductif, que pour ma part je trouve très riche parce qu'il a le mérite de globaliser un peu des choses qu'on a déjà vues un peu ce matin et qu'on va approfondir cet après-midi. Mais je propose qu'éventuellement il y ait des réactions, des suggestions, surtout dans ce moment de pause digestive. Peut-être que c'est bien de mettre un petit peu d'interactivité. Est-ce qu'il y a des réactions ? Est-ce que ce matin, j'ai bien senti qu'il n'y avait pas forcément, on n'est pas toujours en phase entre écoles d'ingénieurs et universités, grandes écoles, etc. Est-ce qu'il y a, sur ce plan-là, est-ce que vous sentez qu'il y a des choses différentes entre ce qui se passe dans les universités et ce qui se passe dans les grandes écoles ? Quelqu'un veut s'exprimer là-dessus ? Non, j'ai l'impression que... Je pense qu'il y a beaucoup de points communs. François voilà. 1, 2. Ma question / remarque, c'était effectivement la différence peut-être, en tout cas dans le ressenti au quotidien entre les universités et les grandes écoles. C'est, vous avez fait une chaîne tout à l'heure avec les enseignants, les conseillers OIP et d'autres professionnels et étudiants. Souvent, je trouve, l'accompagnement est nécessaire et c'est des équipes pédagogiques et administratives. Et c'est ça qui peut faire des fois la différence entre les universités et les grandes écoles en termes d'accompagnement. C'est notamment le volume des étudiants concernés. C'est sûr. Et du coup, la mise en place administrative de tout, vous l'avez bien dit, de toute cette pluralité maintenant de nouveaux dispositifs, la reconnaissance de l'engagement étudiant, etc. Et parfois, au sein des universités, en tout cas au quotidien, on a parfois du mal à suivre en termes de ressources pour mettre en place ces nouveaux dispositifs. Voilà, mais en tout cas, je pense que... Mais c'est vrai. Je pense que tout cela... ça doit être porté par une politique forte de l'établissement, je pense. Et donc j'encourage tous les établissements à avoir des vice-présidents orientation insertion professionnelle. Ça aide pour porter toute cette question. Mais pas que. Pas que. Et évidemment, la question des moyens, mais c'est dans nos missions, de toute façon, d'accompagner nos étudiants. Donc après, il faut aussi mettre en place des procédures, des dispositifs en phase avec le peu de moyens dont on dispose, c'est sûr. Si on en avait plus, ce serait mieux. Merci. Peut-être juste pour prolonger, on peut faire un distinguo dans les professionnels, puisqu'il y a aussi tous les anciens, les alumni, oui, qu'on soit aussi bien en école ou en université. C'est un réseau qui est extrêmement riche et qui peut vraiment nous apporter beaucoup, à commencer par l'offre de stage, l'offre d'emploi, les alternances. Ça peut être des gens qui peuvent intervenir pour participer au jury au moment des sélections ou dans les soutenances. Et puis aussi sur des projets type parrainage, par exemple, d'étudiants, ce genre d'action. Donc c'est important, je pense, aussi de les mettre en valeur. Et de plus en plus, on aura besoin d'eux en plus dans les universités, je pense. Ouais, tu as raison, Gilles. Effectivement, il faudrait absolument, dans mon diapo, rajouter les alumni. Autre question ? Non. Moi, j'en ai une, juste. La question du sentiment d'appartenance. Ouais. Elle est où, là ? Plus on fera ça, à mon avis, plus on développera le sentiment d'appartenance, parce que plus l'étudiant se sentira accompagné, donc verra l'établissement comme un ensemble et pas juste par le petit prisme de sa licence ou de son master ou de
Si je peux témoigner effectivement je pense une différence qu'il y a aujourd'hui entre les écoles et les universités, c'est que au niveau des écoles, il y a quand même beaucoup de stages et d'emplois qui sont trouvés grâce au réseau interne aussi des Bien écoles. sûr. Et ça, dans les universités, même si alors peut-être certaines écoles internes aux universités y arrivent, mais ça, c'est vraiment une puissance de feu incroyable. C'est pour ça que de plus en plus d'universités se dotent d'un réseau d'alumni. Mais c'est une question difficile, ça. C'est ce que tu dis, c'est le sentiment d'appartenance qui n'est pas le même. Et du coup, le réseau d'alumni, alors j'en parle, mais je ne suis pas du tout spécialiste, mais le réseau d'alumni peut, à l'échelle de toute une université, c'est compliqué. Après, si on le réfléchit par composante, voilà, si vous avez un IAE dans votre université, évidemment, le réseau d'alumni dans les IAE, par exemple, ou dans les IUT, c'est plus simple à mettre en œuvre que dans l'UFR de mathématiques. Mais j'ai rien contre les mathématiques. Parce qu'on récupérait des questionnaires d'enquête du ministère où on nous disait « Pourquoi voulez-vous que je vous réponde puisque vous ne m'aviez pas accompagné dans les enquêtes de devenir professionnel ?» Mais j'ajoute une chose à vos propos, c'est qu'il est aussi important de rendre les étudiants de première année conscients de tout ce qui leur est proposé. Parce que devenir alumni, c'est une chose ou ancien, je sors avec ou sans diplôme, mais leur dire nous aurons besoin de vous plus tard alors qu'ils sont juste encore en première année, c'est déjà semer en eux une culture, cette culture du réseau, parce qu'on leur dit, vous savez, les écoles, ce sont des petits effectifs avec un ancrage dans les milieux économiques qui est très fort. Et le nôtre, on m'entend mieux peut-être, le nôtre, c'est 34 000 étudiants. Comment allons-nous placer les étudiants? Mais on dit aux étudiants, je vous promets que le jour où nous serons efficaces sur les alumni, on va prendre des places, parce que 34 000 étudiants qui vont sortir diplôme en poche, ce que je souhaite, ça veut dire que les réseaux, ce sont aussi les universités qui vont les avoir. Mais il faut implanter cette culture de l'accompagnement et du réseau, parce que tout ça a le mérite d'exister, et beaucoup de choses ont été faites sur ces 10 dernières années. On voit un changement fou, et on le voit parce que la courroie remonte notamment, mais encore faut-il que les étudiants viennent taper dedans, piocher dedans. Et donc, je pense qu'il y a un élément de communication très fort sur l'existence et la culture que nous essayons de développer. Et moi, je crois qu'un facteur qui contribue, parce qu'il y a sûrement beaucoup de facteurs, mais c'est d'avoir, et j'y tiens moi énormément à cette question d'équipe pédagogique plurielle, c'est-à-dire que les collègues des SUIP, c'est pas un service qui est à côté, c'est vraiment une équipe qui fait partie de l'équipe pédagogique du diplôme. Et quand on réussit, je regarde ma collègue de Rennes, nous on y réussit pas trop mal, mais du coup, on est un peu submergé par les étudiants qui viennent nous voir. C'est la rançon du succès. Mais une fois qu'on crée ce lien avec les équipes enseignantes, ça change aussi le regard des étudiants. À mon avis, une clé est là, mais ça pose aussi la question des moyens, parce qu'il faut être nombreux. Stéphanie, elle a dit, à Rennes 2, il y a du monde. Moi, je relais juste ce que Stéphanie a dit. Il y a Marina de Rennes 2. Voilà, merci beaucoup Cécile. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, je vais laisser la parole à Alexandre Dagor de la BPCE. On va passer à la première table ronde. Clara, si tu veux venir.